Alors, aujourd'hui, on va se livrer à un exercice de réflexion sur un sujet d'actualité qui est que, voilà, il y a quelques jours de cela, Yemi Alade a accordé une interview où elle avoue qu'elle est célibataire, qu'elle subit des pressions de son entourage pour se marier. Elle a 34 ans et elle dit qu'elle ne peut pas céder au diktat de se marier pour se marier, qu'il y a la difficulté de trouver un bon mari. Voilà le postulat de départ. Alors, on aurait deux grilles de lecture. Une grille de lecture progressiste qui dirait expédiaire, elle fait ce qu'elle veut, liberté, bon, on aurait une grille d'analyse un peu plus conservateur qui allumerait tous les feux rouges, rappelant le rôle de reproduction d'un être humain. On est sur Terre pour se reproduire. Mais que de passage. L'enfant est le passeport pour l'éternité, comme on dit. Mais on va aller un peu plus loin. Il est indéniable que, comme tout individu, elle est mue d'une volonté de faire ce qu'elle veut de son corps. Il est aussi indéniable que trouver un bon mari est difficile. On a surtout vu des carrières musicales être brisées pour des mauvais choix de mari. Pensons à Whitney Houston, qui avant son mariage avec Bobby Brown était une chanteuse et qui après son mariage s'est transformée en sac de frappe et en aspirateur Tyson tellement elle fumait de la drogue. Il est indéniable que c'est la difficulté. Encore plus pour des personnes comme ça, parce que la personne qui va devoir partager la vie va falloir qu'elle fasse deux exercices qui sont très difficiles. Désaccoupler l'artiste de l'être humain et la difficulté de concevoir des énormes sacrifices. Voilà. Si je suis un peu Yemi Alade sur Instagram, si ta vie, si toi tu as un travail, c'est-à-dire que tu es fixé à un point fixe, à Abuja par exemple, la capitale du Nigeria, si tu la vois pas la moitié de l'année, c'est chaud du cul. Bref, ça c'est le point progressiste. Après le point conservateur, il est indéniable. Elle a 34 ans, va falloir sérieusement qu'elle se dépêche parce qu'il y a des règles anthropologiques. Et oui, hein, c'est là où le féminisme bute, c'est qu'il y a des règles anthropologiques qui malheureusement sont en défaveur de la femme. La femme a énormément de qualités, d'un point de vue intelligence, mise en pratique. Elle a un côté psychologique, une femme est beaucoup plus fourbe qu'un homme par exemple. Mais elle a un problème qu'on appelle qu'elle est, par rapport à l'homme, elle est en cours de décroissance, décalée. C'est-à-dire que la valeur physique et la fertilité chez une femme décroît assez rapidement entre 35 et 40 ans. Alors qu'un homme, sa valeur, quand on parle de valeur, c'est un ensemble de paramètres qui inclut la situation socio-professionnelle, qui inclut les capacités. Un homme de 40 ans est beaucoup plus mieux et fort qu'un homme de 20 ans parce qu'il a un capital culturel, il a un capital musculaire, une connaissance, une expérience, des opportunités professionnelles qu'il n'a pas à 20 ans. On est d'accord dessus. Toute la sociologie comportementale est dessus. Voilà. Quand Stéphane Edouard en parle, il se réfère à un sociologue. Il faudrait que vous regardiez la vidéo d'Observateur sur Stéphane Edouard. Vous tapez l'Observateur Stéphane Edouard, vous aurez le nom de l'auteur qui ne m'échappe parce que là j'ai pas de notes. Bref. Donc là on va dire que là elle est proche quand même du caca. Après elle fait ce qu'elle veut. Malheureusement comme pour toutes les questions de genre, tout ce qui est définitif sur le corps humain, il n'y a pas de retour en arrière. Si elle décide nique sa race, je me marie pas, je fais pas d'enfant, je me consacre à ma carrière et que dans 10 ans ça ne marche plus, qu'elle se retrouve à 45 ans ménopausée et qu'elle se dit eh merde j'aurais bien voulu avoir un enfant, ben c'est eh merde. Ne l'oublions pas. Vraiment, et un énorme eh merde. Et moi l'inquiétude que j'ai, c'est le syndrome d'Alida. Dalida est une grande chanteuse française, franco-égyptienne plutôt, des années 60, 70, 80, qui a beaucoup donné pour sa carrière, qui certes a connu des drames pas possibles, tous les hommes qu'elle a aimés se sont suicidés malheureusement, mais sa carrière a joué un très grand rôle dans son mal-être. Elle a tout sacrifié pour réussir. Elle a sacrifié sa santé, elle a même dû avorter dans des conditions qui l'ont rendue stérile.
Donc elle a tout sacrifié pour sa carrière. Pas d'homme, pas d'enfant. Mais au milieu des années 80, quand sa carrière a commencé à se calmer, parce qu'elle a approché de la cinquantaine bien passée, bah elle s'est retrouvée seule et à 54 ans, elle s'est suicidée. Et honnêtement, quand tu suis un artiste comme moi, je suis même si bon, j'en suis revenu, hein, c'est plus la hype que j'avais dans la fin des années 2010, bah ça m'emmerderait qu'elle se suicide. Franchement, ça me casserait les couilles, tu vois, pour une connerie comme ça. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie souvent. On est tous là à vouloir se demander, waouh, c'est génial, tout ça. Waouh, les gens t'aiment. Mais les gars, de un, c'est temporaire dans le temps. C'est-à-dire, ce qui marche aujourd'hui ne peut ne plus marcher demain. Et puis de deux, c'est bien de consacrer sa carrière, c'est bien, tu vas laisser une trace dans l'histoire. Mais une fois que le studio est fermé, une fois que les projecteurs sont éteints, une fois que le concert est fini, bah tu te retrouves tout seul avec tes problèmes. Et donc tout sacrifier pour ta carrière, bah oui, tu peux courir, tu peux travailler autant que tu veux, mais il y aura des moments où tu vas être seul dans ton salon comme un connard, avec tous tes problèmes qui toquent à la porte. Et là, faut être solide psychologiquement. Surtout quand ta carrière, elle prend un coup dans la gueule. C'est pour ça que la vie est comme une bonne recette de cuisine. Il faut savoir idéalement doser entre vie privée et vie publique. Et la vie privée nourrit la vie publique. Voilà. J'ai énormément d'exemples de chanteurs qui étaient autodestructeurs. Par exemple, on peut prendre le duo de Depeche Mode, Dave Gahan et Martin Gore, qui étaient des drogués, alcooliques. Ils ont rencontré des personnes dans leur vie qui les ont stabilisés, qui ont évité qu'elles finissent à la morgue. L'équilibre de la vie privée aide à l'équilibre de la vie professionnelle. Ah, Elisabeth Borne a démissionné. Ça y est, ma pote se barre. Celle qui dégaine le 49.3 plus vite que son ombre. La Lucky Luke du 49.3. Est-ce que ça va changer quelque chose? Eh ben, faut se répondre aux questions. Est-ce que le successeur d'Elisabeth Borne va arrêter la politique de perte de souveraineté de la France? Non. Va-t-il faire quelque chose pour la politique sociale? C'est vraiment la France à travers ce crise sociale. Non. Est-ce qu'il va infléchir la politique de casse sociale et de destruction du pays enclenchée depuis 2017? Ben non. Donc, ça changera rien. Désolé de vous le dire. Ce sera pas pire, pas mieux. Vous savez, c'est comme un cancer. Quand t'en fasses terminal, t'en fasses terminal. Juste crever. Et ouais. Donc, ne vous attendez à rien. Hein, on va juste simplement changer la tête de gondole, mais ça changera pas grand chose, quoi. Hein, t'as beau changer l'autocollant sous le devant de la voiture, si tu gardes le moteur, le châssis, ça changera que dalle, quoi. Oh, c'est un peu comme ça va rien changer. Donc n'espérez rien. Faudra attendre 2027 en espérant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et sorte, c'est un véritable projet de société axé sur le souverainisme, la justice sociale, réellement, et la remise en cause de la position à quatre pattes de la France qu'elle a depuis au moins depuis 92 et le traité de Maastricht. Hein, tant que vous n'aurez pas réglé ces trois problèmes là et que la France ne redeviendra pas la France, vous aurez que dalle. Ah si, vos yeux pour pleurer et vous mangerez du sable. Parce que pour ces gens-là, la France elle peut crever. Ils en ont littéralement rien à branler. Ah, j'adore le 19e siècle. Eh ouais, historiographiquement c'est mon siècle préféré. Alors ouais, ça pourrait sembler un petit peu couillon dans le sens où je suis un africaniste et que le 19e siècle est un cancer, une plaie dans le cul de l'Afrique de par la colonisation. Mais bon, tu regardes le 20e siècle, c'est pas non plus la joie pour l'Afrique parce que les indépendances se sont faites dans la douleur récente. Mais j'aime le 19e siècle. Pourquoi? Parce que déjà, historiographiquement, on a plein de sources. Peut-être pas autant que le 20e, encore moins que le 21e siècle, mais on a déjà des putains de trucs intéressants. Point numéro 2, c'est une histoire connectée. Toutes les parties du monde sont connectées par l'hégémonie européenne. Toutes les parties du monde sont connectées. Tout est connecté. À part peut-être le fin fond du Sahara et le fin fond de la forêt, fin fond des forêts, les espaces peut-être les plus hardcore et encore. Et allez, le pôle Nord, parce que bon, ça cueille un peu des biches. Et ouais.
énormément de choses et aussi énormément de réflexions, de débats, comme je vous ai dit, les sujets d'industrialisation et toutes les conséquences. Je ne vais pas les énumérer ici parce qu'autrement on ferait une vidéo de 5 heures. Mais par exemple, une des conséquences qu'on ne réfléchit pas, les conséquences médicales de la révolution industrielle. Ah bah, il y a débat, il y a réflexion à faire parce que le premier mec qui est passé dans une machine à tisser, qui a rentré un bras dedans, qui est parti dedans en vrac partout, et intéressant. Très intéressant. Très intéressant de voir comment la médecine a géré tous ces corps brisés par l'industrialisation, les brisures à court terme, les accidents, et les brisures à long terme avec l'usure. Tu vois, tous les débats, donc il y a l'industrialisation, la colonisation, la démocratisation, les évolutions économiques, sociétales. Putain, on invente des choses au 19e siècle. On invente tout au 19e siècle. Le 20e siècle ne met juste les pieds dans les chaussons que le 19e siècle lui a cousu. On est sur un siècle de dingue, avec tous les débats qu'il y a, différentes écoles de pensée, une structuration de la science historique, une structuration des sciences même. Et puis, contrairement au XXe siècle, tu vois, le XXe siècle, le problème de l'histoire du XXe siècle, c'est qu'il y a l'ombre portée des 2 guerres mondiales, de la guerre froide. Et là, voilà quoi. Tu peux pas lire le XXe siècle en ne lisant pas les 2 guerres mondiales. Alors que là, c'est un truc assez flex quoi. Parce que t'as limite 3 siècles dans un, au 19e siècle. T'as un truc qui est quand même le début du 19e siècle, qui irait jusqu'au congrès de Vienne, une période transitoire qui irait le congrès de Vienne aux années 1820, avec l'aventure de Napoléon qui a eu des conséquences mondiales. Quand il a décidé d'enculer les Espagnols, ça a fait apporter un coup fatal à l'Amérique hispanique. Donc tu vois, conséquences mondiales, parce que la décolonisation a demandé de nouveaux espaces, et ces nouveaux espaces se sont retrouvés en Asie et en Afrique, et bon, je ne refais pas l'histoire. On a une période très intéressante qui irait du milieu, n'ayons pas peur de le dire, des années 1820 au milieu du siècle, qui est une période de transition, d'accélération, où va naître notamment l'Italie et l'Allemagne. Après, on a toute une période qui va aller jusqu'à la crise économique de 1873, qui est la continuité de toutes ces évolutions, de toutes ces conséquences, et après une fin du 19e siècle. Et si on peut pousser, on peut même pousser cette fin du 19e siècle et partir jusqu'en 1914. Parce qu'après 1914, on tombe sur d'autres logiques. Je kiffe ce 19e siècle, je le kiffe d'amour. Tu vois, je remarque que j'aurais pas pu me spécialiser en histoire africaine parce que on m'aurait rappelé éternellement que je suis blanc, que j'ai pas à parler des choses des noirs. J'aurais subi soit du racisme, soit de la cancel culture parce que j'aurais pas voulu faire comme ce qu'on attend de la doxa, c'est-à-dire t'as un blanc, tu fais de l'histoire africaine, tu passes ton temps à t'auto-flageller, tu fais un travail sur la colonisation, enfin c'est pas intéressant. Et je me serais spécialisé dans le 19e siècle. Avec une approche historiographique et tout, parce que vraiment, voilà, c'est un siècle qui est pluriel, avec des personnages historiques, une complexité. On pense à des Napoléons, mais on a aussi des Bismarck, des Napoléon III. Le mec, c'est un centriste, le mec, dans son idée. On a tous les Disraeli, tous les héros de la lutte anticoloniale en Afrique, tous les pères du panafricanisme et de la cause black en Amérique, tous les guerrieros et papas de l'indépendance en Amérique hispanique. Wow. Et une chier de personnages, une chier de richesse, une histoire à plusieurs échelles. Vraiment le 19e siècle, vraiment. Et vraiment, si tu veux te faire de la bonne histoire, de la vraie bonne histoire, pour côté vraiment de la bonne historiographie, c'est-à-dire à des sources, à des débats, à des questionnements, à une histoire, dirons-nous, pluridisciplinaire, prends le 19e siècle, mon loulou, tu vas te gâter. Il y a à boire et à manger, et c'est un gros buffet.